Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et je t'invite à un nouvel épisode pour te présenter le jeu Sons of Fariel. Sons of Fariel, c'est un jeu de Tabula Games, il est présentement sur Kickstarter et quelques petites précisions avant de commencer les explications, je vais te montrer une version prototype du jeu. Il va donc y avoir beaucoup de choses qui vont changer, surtout dans le visuel du jeu, puis il y a certaines affaires qui vont changer aussi au niveau des règles. C'est un jeu qui va avoir des figurines, des Waybits, sur lesquels on va pouvoir installer des masques en figurines également. Là, moi j'ai la version Meeple du prototype, fait qu'il y a des choses qui vont changer. Fait qu'on garde ça en tête, les cartes, le visuel du jeu, le design du board. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Sons of Fariel, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui va prendre 1 à 2 heures pour jouer. On va être peut-être un petit peu proche de 90 minutes, 2 heures dans les prédictions de temps. C'est un jeu compétitif avec une partie quand même un petit peu semi-coop d'une certaine façon. Dans le fond, l'histoire du jeu, c'est qu'on est dans un univers qui est contrôlé par des grands esprits de la nature, des grands gardiens, des esprits gardiens. Ces esprits-là, il y en a 8 dans le jeu. Il y a le serpent, le bélier, ou le sanglier, le crapaud, le loup, etc. Et ces grands esprits-là ont toujours habité en paix, en cohabitation justement avec la nature. Arrive la race des Waybits qui s'installe avec ses tribus, qui réussissent à bien vivre en collaboration avec ces grands esprits-là, en équilibre avec ces grands esprits de la nature. Évidemment, s'installe une espèce de forme de corruption qui vient pourrir et transformer tout ça en quelque chose de moins cute. Et là, c'est à nous et nos tribus de tenter de repousser cette corruption-là. Les mécaniques vont tourner autour de beaucoup de choses différentes. On va avoir à placer des settlements qui sont nos espèces de villages, si on veut, un petit peu partout sur le plateau. Le plateau est divisé en différentes zones qui appartiennent aux différents gardiens. Nos settlements vont nous donner accès à des ressources qu'on va pouvoir utiliser pour construire des nouveaux settlements. On va également avoir des héros. Ces héros-là vont se déplacer, entreprendre des quêtes, des actions qui vont éventuellement nous donner accès, encore une fois, à des ressources. On va servir de ces ressources-là pour améliorer nos héros qui vont avoir des pouvoirs, des améliorations spécifiques à eux. On va pouvoir s'acheter différents types de cartes, des herbes magiques. On va pouvoir se construire des beacons, on va pouvoir se construire des totems, on va pouvoir aller chercher des cartes d'affinité avec les grands gardiens. Fait que c'est un jeu qui a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Fait que je vais tenter du mieux que je peux de t'expliquer comment le jeu fonctionne pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait être pour toi. Donc, premièrement, on a le plateau qui est très grand, donc on va aller se rapprocher un petit peu, puis on va faire une mise en place étape par étape. Première chose qu'on marque sur le plateau, c'est un plateau qui est divisé en différentes zones. Chaque zone est associée avec un des esprits gardiens, fait qu'un des animaux format géant qu'on va avoir sur les zones. Et les zones sont identifiées avec l'image de l'esprit gardien qui va être là. Fait que la première chose qu'on va avoir à faire, c'est d'aller placer chaque esprit gardien dans sa zone respective. Chaque zone, on voit ici, c'est la zone de l'ours, a 4 territoires à l'intérieur de la zone. Fait qu'on va tout simplement choisir notre esprit gardien, puis on va le placer sur l'un des territoires aléatoires à l'intérieur de sa zone. Puis une fois qu'on va avoir placé les 8, on va avoir fait la première étape de notre mise en place. Fait qu'il me reste l'esprit de la tortue, disons, on le place ici. J'ai mon hibou, mon oiseau et mon dernier qui va aller juste ici. On les place aléatoires, fait qu'ils ne seront pas tout le temps dans le même endroit d'une partie à l'autre. On va avoir des petites cartes d'affinité avec les zones qu'on va aller également placer sur le plateau. De la même façon, la carte doit être identifiée avec l'esprit, fait qu'on va tout simplement aller le placer dans la case qui est associée. Et ça va, on va le placer à l'endroit, ça va aller mieux. Puis ça va dans le fond aller prendre place sur cette zone-là, puis ça va remplacer cette case-là. C'est des cartes qu'on peut gagner tout au long de la partie pour aller chercher différents bonus comme ça tout au long de la partie, fait que ça va prendre place. L'autre chose qu'on va avoir à faire une fois que ça va être fait, ça va être d'aller placer des ressources qui vont nous permettre d'identifier le cœur de chacune de ces zones-là. On va avoir des espèces de petites ressources comme celle-ci. On va les piger au hasard, puis on va aller en placer encore une fois sur un terrain aléatoire dans chacune des zones d'animaux. On va aller en placer une. Fait qu'il m'en reste quelques-unes à placer comme ça ici. On place ça au hasard. Et l'endroit où il va y avoir cette zone-là, on va l'appeler le Heartland, qui est la zone, qui est le cœur de cette région-là. Ensuite, complètement en bas à droite du plateau, on va avoir un petit deck de cartes
comme ça ici, qui sont des espèces de cartes bonus qu'on peut aller chercher pendant la partie également. On va révéler les 3 premières du paquet qu'on va aller se placer dans les 3 cases en bas à droite du plateau. On va placer le paquet ici pour se préparer pour le début de la partie, puis on va se garder une place pour se faire une des fausses. Ensuite, en haut à droite du plateau, on va avoir un endroit pour aller mettre nos améliorations quand nos personnages montent de niveau. On a 4 piles d'améliorations à aller chercher qui vont ressembler à ceci, comme ça ici. On va se faire 2 piles de 5, 2 piles de 6. On les brasse, on met ça là ici et on révèle la première tuile de chaque pile. Ça va être ça qui va être disponible pour les premières fois qu'on va améliorer nos personnages, nos héros. De l'autre côté du plateau, on va avoir à aller placer nos decks de ressources de cartes, qui a la ressource de corruption, qui est la ressource noire, qu'on va aller placer complètement au bout. Et les 4 autres ressources, on va les appeler affectueusement la verte, la rouge, la bleue et la jaune. On va tout simplement brasser le paquet de cartes associé, s'assurer que on met le paquet de cartes sur le bon côté, non pas sur les côtés des gardiens. Fait qu'on met les 4 piles de paquets de cartes sur leurs cases respectives. Et c'est de ces cartes-là qu'on va servir pour accumuler des ressources tout au long de la partie. Dans le bas du plateau, on a 2 autres choses à aller placer. On a une espèce de plateau qui va nous aider pendant la phase de récolte de ressources. On va aller placer un petit jeton comme ça ici pour indiquer où ça commence. On peut le tirer au hasard ou tout simplement retourner la première carte d'un des paquets, aller placer le jeton sur cette carte-là et rebrasser la carte dans l'un des paquets comme ça. Et dans la zone centrale ici, on va avoir les différents beacons qu'il y a à l'intérieur du jeu. On a 4 séries de 2 beacons qu'on va aller placer à l'endroit approprié sur le plateau de jeu. Et on a finalement une espèce de jeton plus important qui est le grand totem qu'on va aller rendre disponible aussi pour tous les joueurs. Dans le haut du plateau, on a également quelques petites choses à placer. On va avoir une espèce de marqueur de corruption qu'on va aller placer juste ici au tout début de la piste de corruption qui va jusqu'à 15 qui est dans le haut du plateau. On va se placer un petit meeple sur ce marqueur-là dans la version que j'ai. Ce ne sera pas le même matériel dans la version finale évidemment. Et de l'autre côté, on va aller se placer l'espèce de marqueur d'identification de corruption si un des joueurs devient complètement corrompu. Et sa petite pile de tuiles d'amélioration à lui qu'on va aller placer là. Les joueurs vont avoir une corruption de tribu également qui est juste ici. Fait que chaque joueur va aller prendre un marqueur à sa couleur. Disons que j'ai une partie à 3 joueurs. Fait qu'un marqueur pour le joueur bleu, le joueur vert, le joueur rose. Qui vont aller placer sur la première zone la petite planète blanche comme ça ici. Fait que ça indique le niveau de corruption de chacune des tribus. Le placement de base du plateau est maintenant presque terminé. La dernière chose qui reste à faire avant de passer à la mise en place individuelle, c'est de marquer les niveaux de menaces initiaux qu'il y a au début de la partie. Chaque animal, chaque grand gardien va avoir différents jetons de différentes couleurs qui sont à son effigie. Ces jetons-là, on va aller les lancer dans une espèce de sac et en début de partie, on va en piger 3 en s'assurant qu'on ne pige pas le même 2 fois. Donc on va piger un à un. Dans ce cas-ci, on voit que j'ai pigé en jaune l'oiseau, le hibou, et j'aurais pu piger de l'autre côté le crapaud. Très important qu'on ne choisit pas. Fait que quand on pige, on regarde le premier côté qu'on voit et le jeton de menace va aller sur cette figure-là. Fait que je vais le placer juste en dessous de son standee comme ça, puis ensuite je vais piger, je vais faire ça 3 fois. Si je pige une figure qui est déjà placée, là, ici j'ai l'ours en bleu. Si j'ai une figure qui a déjà un jeton en dessous, je vais tout simplement défausser puis en piger un autre. Et je termine dans mon cas avec le serpent en vert. Donc, on va aller placer ça comme ça ici. Quand ça c'est fait, j'ai également des jetons de corruption noirs comme ça ici, avec un jeton spécial sur lequel on reviendra. On va jeter ça dans le sac, on brasse ça comme il faut. Et là, pour le plateau, on est prêt à commencer à jouer, mais évidemment, j'ai un placement individuel à faire avant de pouvoir commencer à jouer. Pour la mise en place individuelle, chaque joueur va se prendre son plateau de joueur personnel. Il y a différentes informations sur son plateau. On va commencer par aller se placer ces petits cubes d'achievement qu'on va aller mettre sur les 5 cases de couleurs qui sont juste ici. Fait que chaque joueur va avoir à faire ça. C'est c'est l'objectif principal du jeu, c'est d'essayer de placer tous ces cubes-là sur la piste d'achievement. Il y en a un qui va déjà commencer sur le plateau, fait qu'on va garder ça de côté. Juste ici, on va avoir nos settlements de départ, fait qu'encore une fois, on va remplir la zone, on va se garder le 3 qui est visible, et on a 2 autres settlements qui vont commencer aussi sur le plateau. On va voir comment ça fonctionne dans 2 secondes.
Les joueurs vont avoir 3 meeples de héros qui seront des figurines dans la version finale, si je ne me trompe pas. Et ils vont avoir à activer l'un de ces héros-là en début de partie. Pour activer, on voit que les héros ont chacune une tuile spécifique. Fait qu'on a le héros vert, jaune, le bleu, le rouge. Le joueur va décider quel héros, dans mon cas, disons que j'active mon héros rouge, commencer la partie, on va le tourner de côté. Pour indiquer que mon meeple c'est un héros rouge, je vais lui mettre une espèce de disque en dessous. Encore là, c'est important de préciser, le visuel ne sera pas différent, ça va être avec des figurines puis des masques qu'on va pouvoir leur accrocher dans la version finale. Mais moi, je vais l'identifier comme ça pour identifier que c'est un héros rouge et je vais commencer sa piste d'amélioration comme ça ici à mon héros. Au fur et à mesure qu'il va monter de niveau, je vais rajouter des tuiles au bout ici. Fait que mon héros présentement il est de niveau 1 parce qu'il a une tuile d'attacher après lui. Les trois autres héros, on va laisser sur le côté, puis au fur et à mesure qu'on va les activer, on va les retourner comme on a fait avec notre héros rouge. On a également ici une petite piste qui indique le nombre de fois que j'ai réussi à intervenir sur différents types de menaces. Fait qu'on va avoir les 4 couleurs de menaces qu'il y a dans le jeu, comme ça ici. On va se faire une petite pile avec ces 4 jetons-là, puis on va aller se placer ça juste ici. Finalement, on a 3 jetons d'action qui ressemblent à ceci. On va aller se les placer dans sa zone de jeu. On a le jeton d'événement, le jeton de tribu et le jeton de héros qu'on va aller se placer dans notre zone de jeu. C'est avec ça qu'on va déterminer, c'est avec ça qu'on va fonctionner pour les tours de jeu en tant que tel. Dernière chose qu'on va avoir à faire, on a des petits cristaux d'action dans le jeu. Chaque héros va commencer avec 2 cristals d'action. 2 cristals pour déterminer le nombre d'actions qu'il va avoir tout au long de la partie. Et une fois qu'il reste à faire, il va juste me rester à aller placer ces jetons-là et notre héros sur le plateau principal. Donc, en commençant par le premier joueur, soit dit en passant qu'il va avoir un jeton premier joueur comme ça, je pense qu'on dit que c'est le dernier à avoir touché à un arbre. Disons que c'est le joueur rose. Il va aller placer l'un de ses settlements sur la zone de son choix autour du plateau. Ensuite, les autres joueurs vont faire la même chose. Quand tout le monde a placé son premier settlement, dans l'ordre inverse de tour de jeu, les joueurs vont placer leur deuxième settlement. Et une fois que tout ça c'est fait, il va rester à placer les héros. Les héros, les joueurs on va retourner encore dans l'ordre de jeu. Les héros, eux, vont sur les points, les cercles qui relient les zones entre elles. Ils vont se déplacer en suivant les lignes et les frontières. On doit placer nos héros sur l'un des 4 cercles qui est autour d'un des settlements qu'on possède. Fait que, par exemple, je pourrais décider que mon premier héros commence ici, alors que le joueur vert pourrait décider que son premier héros, par exemple, est ici. Le joueur bleu, quant à lui, décide qu'il commence comme ça ici. Je précise que si on joue une partie à 3 joueurs, on va placer un settlement de plus au début de la partie. Si on joue une partie à 2 joueurs, en plus du settlement de plus, on va commencer avec un deuxième héros déjà placé pour notre partie. La dernière chose qui reste à placer, c'est les petits cubes d'achievement. On voit que dans le haut ici, on a une piste d'achievement sur laquelle je reviendrai plus en détail plus tard. Pour l'instant, rappelons-nous que l'avant-dernière case, nous avons déjà un cube qui commence là. Ça indique qu'on réussit à ne pas avoir de corruption. Comme en début de partie, aucun des joueurs a corruption. On commence avec cet achievement-là qui est déjà réussi. Une fois qu'on a placé tout ça, et comme vous le voyez, on a quand même beaucoup de matériel, une fois qu'on a placé tout ça, on est prêt à commencer notre première partie, fait que je tente de vous expliquer ceci. Donc, premièrement, comment gagne-t-on ou perd-on à Sons of Fariel? Dans ce jeu-là, dans le fond, la partie peut se déterminer de 2 façons. On voit que dans le haut, il y a une piste de corruption qui peut aller jusqu'à 15. Ça représente la corruption du monde, la corruption des terres, des territoires. Si la corruption se rend jusqu'à 15 et qu'il n'y a aucun joueur qui est corrompu en tant que tel, le monde sombre dans la corruption. C'est une défaite pour tout le monde. Il n'y a pas de gagnant. On voit également ici, comme je viens de le dire, il y a une piste d'achievements. Le but du jeu est de tenter d'atteindre le plus possible ces différents objectifs-là pour tenter de ramener la Terre à un certain équilibre. Fait que les joueurs, au fur et à mesure que la partie va avancer, vont aller placer leurs différents cubes d'achievements en tentant d'accomplir différentes prouesses qui sont indiquées sur cette piste-là. Une fois qu'un des joueurs a placé ses cubes d'achievement sur la piste, on va terminer le tour de jeu en cours, puis celui qui va avoir le plus d'achievements de placer sur la piste à la fin de ce tour-là va gagner la partie. S'il y a une égalité, les joueurs vont partager la victoire.
Fait que s'il y a un deuxième joueur qui réussit à placer également tous ses cubes, ben ils vont gagner la partie, ils vont partager la victoire. Fait qu'on peut s'associer en fin de partie. Autre façon dont la partie peut se terminer, il y a une piste de corruption de tribu juste en haut à gauche ici. Si l'une des tribus atteint le maximum, cette tribu-là devient corrompue. Elle se retourne contre les autres joueurs. Elle va développer, elle va prendre cette tuile-là pour identifier qu'elle, maintenant, va jouer contre les autres. Sa partie va se changer. La partie de ce joueur-là va changer un petit peu. Et ce joueur-là va gagner si la piste de corruption se rend jusqu'au bout. Le joueur qui a réussi à ramasser cette tuile-là en premier, puis tout en passant, le premier qui la ramasse, un deuxième joueur ne peut pas la ramasser. Si un deuxième joueur se rend jusqu'au maximum, il ne fait que donner un plus 5 sur la piste de corruption. Fait qu'il ne peut pas y aller. Donc, si un joueur réussit à ramasser cette tuile-là, à corrompre sa tribu volontairement ou involontairement et devient méchant, ben lui va gagner si la piste de corruption se rend jusqu'au maximum. Maintenant, comment fonctionne un tour de jeu en tant que tel? Les tours de jeu, les rounds de jeu sont divisés en 3 phases. Il y a une phase d'événement qui est représentée par ce jeton-ci. Il y a une phase de tribu qui est représentée par ce jeton-ci. Et il y a une phase de héros qui est représentée par ce jeton-ci. La particularité du tour de jeu dans ce jeu-là, c'est que les 3 phases ne prennent pas toujours lieu dans le même ordre. La façon dont un round de jeu va se passer en commençant par le premier joueur, donc celui qui a ce jeton-là, il va choisir laquelle de ces 3 phases il active. Disons que ce premier joueur-là pourrait décider, par exemple, je vais commencer par faire ma phase de héros. Une fois qu'il va avoir fait sa phase de héros, il va tourner le jeton, il va passer la main au joueur suivant. Le joueur suivant va activer l'une de ces 3 phases. Lui, il pourrait décider de faire la phase d'événement. Quand ça va être fait, on va passer au joueur suivant qui est le joueur bleu, il fait la même chose. Ça revient au joueur rose, il décide qu'il fait sa phase d'événement lui aussi. Ensuite, le joueur vert prend l'une de ces 2 phases, le joueur bleu choisit une de ces 2 phases restantes. Quand ça revient au joueur jaune, pas le choix, il me reste juste la phase de tribu. Le joueur vert ne lui reste que sa phase de héros. Le joueur bleu prend sa phase à lui. Une fois que les 3 joueurs ont fait leurs 3 phases, on retourne les jetons du bon côté pour se réactiver. Si on possédait des cartes qui ont été utilisées, on les détape en langage magiquier. On les détape, on les réactive. On passe le jeton premier joueur au joueur suivant qui désactive également son jeu, qui réactive également ses jetons. Et on recommence. Donc la structure du tour, les rounds de jeu ont toujours les mêmes 3 phases, mais les joueurs ne feront pas nécessairement ces trois phases-là dans le même ordre tout le temps. Donc maintenant, quelles sont ces 3 phases? Commençons par la phase d'événement. Juste avant de commencer la phase d'événement, un petit détail important. En début de partie, les joueurs vont commencer avec 2 cartes ressources. Puis pour la première partie de la phase d'événement, c'est important. Les cartes ressources, ils vont avoir le choix de prendre parmi les terrains qu'ils contrôlent. Fait que par exemple, si le joueur rose, on voit qu'il contrôle un terrain de plaine, fait qu'il pourrait de prairie, ou de champ, pourrait se prendre une carte comme celle-ci. On voit qu'il contrôle exactement la même chose ici, mais comme il contrôle un Heartland, il y a également le choix de prendre pour l'une de ces 2 cartes ou pour les 2 cartes, une carte de montagne. Fait que dans ce cas-ci, il aurait le droit entre 2 champs, 2 montagnes ou une carte de chaque. Disons que pour l'exemple, il choisit 2 champs. Fait qu'il va tout simplement prendre ces cartes-là. D'un côté, on a la ressource de la carte, ça me donne du blé. De l'autre côté, on va avoir un symbole de grand gardien, que ça, je vais garder caché, je garde ça dans ma zone. On voit que le joueur bleu, il a ici le choix entre du vert. Il pourrait prendre une carte de ressources d'eau ou une carte de ressources de montagne également. Fait que lui, j'ai le choix entre 2 verts, 2 montagnes, 2 eaux ou toute combinaison parmi ça. Disons qu'il choisit une montagne et une eau pour commencer. Et le joueur vert va faire la même chose en fonction du type de terrain auquel il a accès. Disons que dans ce cas-ci, lui, il va prendre 2 verts. Mettons. Donc, une fois que les joueurs ont leurs ressources de base, la première phase de la phase événement, si un joueur décide d'activer sa phase événement, il retourne son jeton face cachée et active sa phase d'événement. La première étape, là, on se doute que l'aide de jeu, ça sera pas une petite feuille de papier. On n'oublie pas que j'ai un prototype. La première phase, c'est un mouvement optionnel des gardiens. Fait que si le joueur rose, qui est le premier à jouer, il le voulait, c'est optionnel, il pourrait révéler une carte gardien, pas la dépenser, mais juste la révéler, montrer à tout le monde, regardez, j'ai une carte du loup, et déplacer le loup d'une case. Toujours en respectant les limites du territoire du loup, le loup ne peut pas sortir de son territoire. C'est la même chose pour toutes les autres. Ensuite, le joueur va faire un draft de jetons de menace.
On va suivre une certaine échelle de 0 à 4 de corruption. Il va piger un jeton de menace, de 5 à 8 de corruption. Il va piger 2 jetons de menace, 9 à 13, il va en piger 3. Et au-delà de ça, il va en piger 4 par tour. Et là, je fais référence à la piste de corruption qui est dans le haut. Fait que la corruption qui atteint le monde. Comme on est à 0 à 4, ben, le joueur va piger un jeton de menace. Là, il peut se passer différentes choses. Il est possible que j'ai pigé un jeton noir. Si je pige un jeton noir, je vais démarrer un événement de corruption. Ça, je vais revenir dans un petit segment à part parce qu'il y a différentes façons de démarrer un événement de corruption. Si on pige un jeton de couleur, ben là, on va aller vérifier 2 choses. Est-ce que le grand gardien associé à la couleur du jeton a déjà un jeton de menace sous lui? Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas, mais je vais tout simplement aller placer le jeton en dessous de lui. Si j'avais plutôt pigé un jeton, ben disons que j'étais comme ça ici, et je pige ce jeton-ci. On voit que je pige ce jeton-là, il a déjà un jeton en dessous, nous n'avons pas réglé la menace précédente, ben ça c'est l'une des façons dont la corruption peut monter. Le jeton que j'ai pigé, comme il ne va pas sur le plateau, je ne le remets pas dans le sac, je le mets dans une pile près du sac, il est défaussé. C'est l'un des jetons que je vais piger dans le sac qui va me demander de remettre tous les jetons précédemment défaussés à l'intérieur du sac. Fait que ça c'est la première étape. La deuxième étape, donc la phase de menace. Ensuite, les joueurs qui possèdent un beacon dans une zone appropriée vont pouvoir régler une menace gratuitement. Ce que je veux dire, c'est que les beacons sont les petits jetons comme ça que j'ai placés dans le bas du plateau, que je peux prendre une action éventuellement pour en construire sur le plateau. Si j'ai construit un beacon de la bonne couleur, le joueur rose avait construit un beacon juste ici, sur cette zone-là, et que je contrôle ce beacon-là et que je suis dans une zone où il y a une menace de la même couleur, on voit ici que l'ours est menacé par un jeton bleu, ben je peux gratuitement dans la phase d'événement régler cette menace-ci. Quand je règle la menace, je défausse le jeton, je l'envoie avec mes piles de jetons, je vais piger une carte de ressources de la couleur de la menace que j'ai défaussée, et sur ma petite piste personnelle, je vais avancer d'un jeton le type de menace que j'ai réussi à régler pour montrer que j'ai aidé le monde à revenir dans un état d'équilibre. Ça, je le répète, c'est gratuit si on possède un beacon dans la bonne zone, c'est nous autres qui l'avons construit. Et finalement, ben, c'est la phase de récolte. Dans la partie de récolte, on va aller regarder en bas à gauche du plateau, comme ça ici. Les joueurs sur leur plateau individuel ont une petite zone qui indique de combien de cases je peux déplacer le jeton de récolte. C'est le chiffre qui est juste ici. Au fur et à mesure qu'on va construire des settlements, on va augmenter notre valeur potentielle de récolte. Une fois qu'on sait c'est quoi notre chiffre en début de partie, c'est donc une valeur de 3, ben on va pouvoir bouger le jeton de récolte d'une, 2 ou 3 cases. Si le bouton on fait arrêter le pion de récolte sur une ressource, dans ce cas-ci par exemple si je décide qu'il bouge de 2 puis il arrête sur la ressource bleue, ben, tous les joueurs qui ont un settlement sur une zone où il y a du bleu peuvent gagner une ressource bleue. Par exemple, le joueur bleu ici pourrait aller chercher une ressource bleue parce qu'il a un jeton bleu sur sa case. Un autre joueur qui a un settlement dans une zone d'eau, ben, il pourrait aller chercher une ressource bleue étant donné qu'il a un settlement dans une zone d'eau. Si à la place, on a décidé d'arrêter sur l'un des grands gardiens, disons que j'arrête sur le cerf, ben ça permet à un joueur qui a des settlements dans la zone de l'élan de gagner l'une des ressources sur un terrain qui lui appartient. Fait que dans ce cas-ci, comme c'est le rose qui joue, il décide de n'avancer que de 1, il peut avancer jusqu'à 3, parce qu'il est le seul joueur présent dans la zone de l'élan. Fait qu'on voit que lui, comme il y a un settlement ici, ben, il pourrait gagner soit une ressource rouge, soit une ressource jaune, étant donné que son settlement était là. S'il y avait un settlement qui était comme ça ici, ben, en plus, il aurait le choix de gagner une ressource verte. Je précise qu'il ne gagne qu'une carte, fait qu'en ayant 2 jetons comme ça, ça fait juste lui donner plus de choix, soit rouge, soit jaune, soit vert. Fait que donc, plus on se répand dans les territoires de différents gardiens, plus on va être capable d'aller chercher des ressources quand les autres joueurs vont faire bouger le pion de ressources, parce que c'est très important, quand on active la phase de récolte, tous les joueurs peuvent récolter une carte s'ils ont un settlement dans la zone appropriée, donc soit pour la ressource qui est demandée, soit dans la zone d'un des gardiens qui est demandé.
La deuxième possibilité, donc on vient de voir la phase événement si on décide d'activer celle-ci. Si on décide plutôt d'activer la phase tribe, la phase de tribu, mais dans le fond, c'est là où on va dépenser nos cartes de ressources. On peut les dépenser pour activer n'importe lequel de ces bonus-là. Les deux premiers, je vais y revenir dans une seconde parce qu'ils sont dans la phase individuelle, mais tous les autres sont sur le plateau de jeu principal. Fait que voyons comment ça fonctionne. Si je décide de construire un settlement, je vais dépenser un nombre de ressources vertes ou un nombre de ressources jaunes égal au nombre de settlements que j'ai déjà sur le plateau. Donc, dans le cas du joueur jaune, il aurait à dépenser 3 ressources jaunes qu'on va défausser à côté de la pile de ressources jaunes, tout simplement. Et il va pouvoir se déplacer un nouveau settlement. Le nouveau settlement doit être adjacent à un settlement qu'il a déjà ou adjacent à l'un de ses héros sur le plateau. Fait que si j'avais précédemment déplacé le héros jusqu'ici, ben mon nouveau settlement, je pourrais le construire juste ici. Et on a déjà vu que plus je construis le settlement, plus je peux bouger le pion loin quand je fais la partie récolte de la phase d'événement. Fait que ça, c'est pour les settlements. Je précise que les héros qu'on va activer vont nous donner différents bonus. Le héros jaune va me permettre d'avoir un rabais d'une ressource jaune à chaque fois que je décide de construire un settlement, maximum d'une fois par tour, évidemment. La deuxième chose que je peux faire à la place de construire un settlement, je peux faire l'action Build a Beacon. On voit que ça me coûte 2 ressources jaunes, une ressource rouge. Et quand je veux construire un beacon, je vais tout simplement choisir l'un des beacons qui est disponible dans le bas du plateau. Le coût des ressources est d'ailleurs rappelé. Et je vais le construire sur l'un de mes settlements. C'est comme ça qu'on sait les beacons sont acquis. Fait que je dois posséder un settlement pour pouvoir construire un beacon et je peux construire le beacon de mon choix. On a déjà vu que les beacons vont me permettre de régler automatiquement des menaces pendant la phase d'événement. Troisième chose que je peux faire, je peux construire le totem spirituel, le spiritual totem. C'est le gros jeton qui est juste ici. Le totem spirituel, je vais aller le construire à un endroit où j'ai un beacon. Et qu'est-ce qu'il fait, le totem spirituel? Il me permet de résoudre une menace une fois par phase d'événement, pendant mes phases d'événement évidemment, il me permet de résoudre une menace de n'importe quelle couleur, n'importe où sur le plateau. Fait qu'il est très puissant évidemment. On voit ici que le beacon, il y a une petite ressource supplémentaire. Lui, la première fois qu'on va le construire, on va aller placer une ressource jaune en dessous. Puis si un autre joueur veut construire le beacon, ce qui est le spiritual totem, si un autre joueur veut construire le totem, il peut. Il doit payer, en plus de ses 2 ressources jaunes et de sa ressource rouge, un nombre de ressources jaunes égal au nombre de ressources jaunes qui sont présentement en dessous du totem. Fait que le prochain joueur va avoir à payer une ressource jaune de plus qu'il va mettre en dessous. Le joueur suivant va avoir à payer 2 ressources jaunes de plus, il va en mettre une en dessous, puis on va continuer comme ça, puis ça va construire. Fait que se voler le totem spirituel, c'est de plus en plus cher, mais il pourrait être déplacé sur le plateau si plus tard, par exemple, le joueur vert avait construit un beacon ici, il pourrait déplacer le totem spirituel en payant le nombre de ressources appropriées et en les mettant en dessous pour qu'on se rappelle quelle est la pénalité de coût. On peut évidemment les mettre directement ici, mais je me suis rendu compte que des fois on oubliait de payer le surcoût, mais la case, techniquement, elle sert à ça. Autre chose qu'on peut faire, on peut aller chercher des herbes magiques. Les herbes magiques, on les a à droite sur le plateau. Le coût est de 2 ressources vertes, une ressource rouge. Quand on les choisit, on prend tout simplement la carte, on la met dans sa zone de jeu personnelle et on la remplace. Certaines vont avoir des effets instantanés, certaines vont me donner un bonus. Dans ce cas-ci, ça va me donner un bonus que je peux utiliser à chacune de mes phases d'action de héros. C'est à ça qui sert ce petit symbole-là. Fait que cette carte-là, je vais la garder dans ma zone de jeu. Finalement, la dernière chose que je peux faire, c'est Attune with a Great Guardian. Fait que je peux m'aligner avec l'un des grands gardiens. Pour ce faire, j'aurai à payer 2 ressources bleues, une ressource verte et une ressource jaune. Puis je vais pouvoir prendre l'une des cartes d'affiliation sur le plateau de jeu. Si je veux m'affilier avec la tortue, par exemple, je peux aller prendre cette carte-là ici. Le coût à payer est rappelé sur la carte à droite. Et on me dit que ça va me donner un bonus pendant les phases de tribu, puis un bonus que je vais pouvoir avoir dans le bas du plateau de jeu également. Fait que cette carte-là, je la mets dans ma zone de jeu une fois que je la gagne, puis on peut le faire évidemment une fois par gardien. Ces cartes-là ne se volent pas. Les 2 autres améliorations possibles sont dans la zone de jeu personnelle, fait que allons voir cela. Donc toujours dans ma phase de tribu, on voit que si je paie une ressource de chaque couleur, je peux
créer un nouveau héros, habiller un nouveau héros. Fait que je vais choisir celui que je veux parmi les héros que j'ai disponibles. Disons que je choisis le héros vert. Si c'est le cas, on va aller le placer juste ici. On va aller placer sa première zone d'amélioration. C'est un héros de niveau 1. Je vais aller placer ces 2 jetons d'action dessus. Je vais me sélectionner un nouveau héros que je vais aller mettre sur son disque vert pour me rappeler il est où. Et je vais aller le placer dans une des zones que je contrôle. Fait que sur l'un des points qui touche à un de mes settlements. La dernière chose que je peux faire, on va se faire un petit peu de place pour ça ici, c'est d'aller améliorer l'un de mes héros. Quand je veux améliorer un de mes héros, le faire monter de niveau, je vais aller payer un coût égal à son nouveau niveau. Fait qu'ici, par exemple, je n'ai que des héros de niveau 1, fait que ça me coûterait 2 ressources augmenter un de mes héros de niveau, 2 ressources bleues ou 2 ressources rouges. Quand je vais augmenter un héros de niveau, je vais choisir l'une des améliorations de mon choix parmi la pile d'améliorations qu'on a placée sur le plateau en haut à droite. Je vais le mettre sur le héros, montrant qu'il a monté de niveau. Et ça va lui donner des nouveaux pouvoirs, des nouvelles aptitudes. Je vais en montrer quelques-uns, un exemple tout à l'heure. Fait que ça va lui donner des nouveaux pouvoirs, des nouvelles aptitudes. Si on monte un héros jusqu'au niveau 4, ce qui est le niveau maximum, ben, il va gagner une 3e action à pouvoir faire à tous les tours de jeu. Je précise que si on possède un héros rouge, ce qui est le cas de ce joueur-là, on a un rabais d'une ressource une fois par tour pour tenter, pas pour tenter, mais pour monter l'un de nos héros de niveau. Fait que cette ressource-là, on l'a juste une fois. Fait que si j'avais suffisamment de ressources pour monter un héros de 2 niveaux, 2 héros de 1 niveau, je n'ai le rabais qu'une seule fois. Je précise aussi, je ne l'ai pas dit tantôt, les héros verts vont me donner un rabais d'une ressource verte quand j'achète des herbes. Fait que les petites cartes comme ceci. Et les héros bleus vont me donner un rabais d'une ressource quand je tente de m'affilier avec l'un des grands esprits. Fait que j'aurai une ressource bleue de moins à payer. Je précise également, c'est très important, on fait autant d'améliorations que l'on veut pendant notre tour de jeu, selon les ressources qu'on a disponibles. Fait que si j'ai 3 ressources bleues, 4 ressources vertes, 3 ressources jaunes, puis 2 ressources rouges, je pourrais décider de prendre une ressource de chaque pour créer un nouveau héros, puis ensuite prendre les ressources qui me servent à m'affilier avec un gardien, puis peut-être qu'il va me rester assez de ressources bleues ou rouges pour même monter de niveau dans la même phase de tribu. Fait qu'on continue à prendre autant d'actions qu'on veut parmi les actions qui sont ici, en payant le coût de chaque action évidemment. Chaque héros me donne un bonus, comme j'ai déjà dit, un rabais d'une ressource, mais je ne peux activer ce rabais qu'une fois par phase de tribu. Puis quand j'ai terminé de payer toutes mes affaires, je l'annonce, ma phase de tribu est terminée, et il ne me reste qu'à expliquer la phase de héros. Pendant la phase de héros, je vais pouvoir faire grosso modo 3 types d'actions. Je vais pouvoir faire des actions de héros, des actions perk, des actions de lore. Les actions de héros, dans le fond, c'est de dépenser mes petits cristaux qui sont juste ici. Fait que si, là, je n'ai que 2 cristaux parce que mon héros n'est pas encore niveau 4. Les actions possibles, il y en a 4. Je peux déplacer un héros pour une action. Les héros peuvent se déplacer d'un nombre de cercles égal à leur niveau. Fait que par exemple, ce héros-là, il est niveau 2. Fait que le héros rouge est niveau 2. Fait qu'en dépensant un jeton d'action, ce héros-là pourrait se déplacer de 2 espaces. Comme ça, tandis que l'autre héros n'est que niveau 1, fait qu'il ne pourrait se dépasser qu'un espace en dépensant un cristal d'action. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de résoudre la menace qui atteint un des grands gardiens. Pour résoudre une menace, par exemple, si mon cerf juste ici avait un jeton rouge plutôt qu'un jeton vert, pour résoudre une menace, le héros doit être de la bonne couleur. Fait que ce héros-là qui était juste ici, je pourrais prendre sa première action pour qu'il se déplace juste ici, pour qu'il soit adjacent à la zone du gardien. Et ensuite, je pourrais prendre sa deuxième action pour qu'il résolve la menace affligeant ce gardien. Quand on résout une menace, de la même façon que quand on le faisait avec le beacon, on va défausser le jeton. On va monter sur notre niveau de résolution de menace, comme ça, ici sur notre piste personnelle. Et on va piger une carte de la couleur de la menace qu'on vient de résoudre pour se rajouter ça dans notre zone. Autre chose qu'un héros peut faire, et là je vais monter le petit plateau ici pour le montrer, le héros peut entreprendre une quête. Quand le héros veut entreprendre une quête,
il va piger une carte de sa couleur. Fait que si je veux entreprendre une quête avec ce héros-là, je vais défausser une action de son plateau personnel et il va aller piger une quête rouge. Il va regarder qui est le héros, qui est le gardien plutôt sur cette quête-là. Là, j'ai été chanceux, c'est l'ours. Et il va aller le placer dans sa zone de quête sur son plateau personnel. Plus tard dans la partie, il va pouvoir prendre une action pour résoudre une quête. Fait que disons que je suis au tour suivant, je suis revenu avec mes 2 actions. Première, je fais la phase de héros. Première action de ma phase de héros, je dépense ça, je me déplace de 2. Je fais 1, je m'en vais jusqu'ici par exemple. Je touche à mon ours. Deuxième action, je résous la quête. Je dépense une action pour résoudre la quête. Je révèle à tout le monde que j'avais une quête à aller faire avec l'ours. Je la réussis, je gagne la carte ressources dans ma zone de ressources principale et je compte que j'ai réussi une quête. Fait que pour réussir une quête, il faut tout simplement être adjacent à l'une des cartes quêtes qu'on a. Puis si on est loin, il n'y a absolument rien qui m'empêche de piger plusieurs quêtes. Par contre, je peux avoir un nombre, chaque héros peut avoir un nombre de quêtes actifs égal à son niveau. Fait que je peux avoir 2 quêtes rouges parce que je suis niveau 2 rouge. Il va falloir que j'aille les résoudre avant de pouvoir en piger d'autres. Donc ça, c'est pour les actions de héros. Je peux également faire des actions de perk. Les actions de perk, c'est les actions d'amélioration que je peux avoir pigées. Fait que ce sont ces petites informations-là. Ici, on me dit par exemple, comme action de perk, je pourrais dépenser une ressource verte pour regagner un cristal d'activation. Fait que je pourrais dépenser une ressource verte que je défausse pour remettre un cristal sur mon héros, lui permettant de faire une action de plus ce tour-là. Et là, il y a un paquet de types d'actions de perks différentes. Certaines actions vont nécessiter que je dépense un cristal. Certaines actions vont me demander, dès que tu dépenses une action avec ton héros, va mettre le cristal sur cette zone, sur le perk. Et s'il y a un cristal sur le perk, je peux défausser le cristal pour activer un pouvoir quelconque. Fait que ça, les perks, j'en reparlerai plus en détail, mais il peut y avoir un paquet d'activations différentes que je peux faire. Finalement, je peux faire des actions de lore. Les actions de lore, c'est d'utiliser mes cartes de Heirloom. Plusieurs cartes vont me dire que je peux résoudre une menace d'une couleur particulière. Plusieurs cartes vont me dire que je peux gagner des ressources, avoir des rabais de ressources, etc., etc. Fait que c'est d'utiliser ces petites cartes-là, les pouvoirs qu'ils ont. Quand je l'utilise, je vais la taper sur le côté pour montrer que je l'ai utilisé. Je ne peux pas l'utiliser 2 fois dans le même tour, même si c'est des rabais. Il y a également les cartes d'affinité avec les grands gardiens qui vont être utilisables généralement pendant la phase de héros. Ça va être surtout le bas de l'action qui va être utilisé. Fait qu'une fois par tour, je vais pouvoir taper cette carte-là pour me déplacer gratuitement à l'intérieur de la zone de l'oiseau vers l'intérieur de la zone de l'oiseau. Fait que par exemple, si ici le joueur bleu possédait cette carte d'affinité-là, il pourrait, en tapant cette carte-là, gratuitement une fois par tour, se déplacer jusqu'ici, sans que ça compte dans les actions de son héros. Là, comme sa carte est tapée, il ne peut plus l'utiliser pendant sa phase d'action, mais après, il va pouvoir se déplacer avec ses actions de héros normales. Et on peut aller, tant qu'on reste dans la zone de l'animal choisi, on peut se déplacer d'un point à l'autre. Fait que quelqu'un qui possède la carte d'affinité de l'élan pourrait se déplacer du point qui est là au point qui est là, comme les deux touchent au territoire de l'élan, sans que ça lui prenne une seule de ses actions de héros. Fait qu'on va continuer comme ça dans la phase de héros à dépenser ses actions comme ça, et on les dépense comme on veut. Fait que je peux dépenser un cristal d'action pour faire un déplacement, après utiliser un des perks du héros, après utiliser une de mes cartes lore, revenir en dépensant un deuxième cristal, et continuer comme ça jusqu'à temps que je n'ai plus de cristal d'activation. Finalement, on fait tout ça pourquoi? On fait ça pour tenter d'aller créer des achievements, d'aller faire des prouesses extraordinaires. Et quand on réussit à faire l'une de ces prouesses-là, on va avoir à payer une petite ressource et ensuite on va pouvoir placer l'un de ces cubes. Fait que les ressources qu'on va avoir à payer sont juste ici. Dès qu'on atteint l'un des achievements que je vais vous décrire dans quelques instants, on va choisir si on déplace un des cubes. Si je déplace par exemple ce cube-là, j'aurai à payer une ressource jaune pour pouvoir déplacer ce cube-là, ou bleu, ou rouge, ou verte, ou une ressource de corruption. Si je décide de ne pas le faire, je peux quand même placer mon cube, mais la piste de corruption principale va monter de 2 parce que je n'ai pas voulu payer la ressource qui doit être payée. Donc, quels sont les perks qu'on peut viser? D'abord, il y a les perks de héros. Le premier qui se crée un héros de niveau 4, jaune ou rouge, peut se placer un cube ici. Bleu ou vert peut se placer un cube ici. Le premier qui a 9 niveaux de héros va pouvoir se placer un cube ici. Le premier à résoudre 4 menaces rouge, bleu, verte ou jaune va pouvoir se placer des cubes là. Ou le premier à résoudre une menace de chacune des couleurs va se placer un cube là. À partir du moment qu'on a résolu au moins 4 menaces, celui qui en a résolu le plus va pouvoir mettre un cube ici.
Il y a ensuite les territoires. S'il y a quelqu'un qui possède 4 montagnes, 4 territoires verts, 4 territoires bleus, 4 territoires jaunes, va pouvoir aller là. Celui qui possède le totem spirituel, celui qui possède 3 cartes d'herbe, celui qui possède 4 bâtiments adjacents, celui qui possède le plus de perks, celui qui possède 3 cartes d'affinité avec les grands gardiens. Si nous n'avons toujours pas de corruption, on peut aller prendre un cube là. Fait que dès qu'une tribu prend 1 point de corruption, il va falloir qu'il retire son cube de cet endroit-là. Et finalement, on a la dernière zone qui est, si on réussit à résoudre de la corruption alors qu'on n'en a pas, on va pouvoir aller placer un cube dans la dernière zone. Fait que le but du jeu, c'est ça, c'est d'essayer d'aller créer ces différents achievements-là. Donc, en collectant différentes ressources, en plaçant ces settlements un peu partout sur le plateau, on va viser à aller atteindre ces achievements-là. Le premier qui a placé ses cubes va remporter la partie. C'est plusieurs fois que je parle de la corruption. Fait que comment fonctionne-t-elle un petit peu plus en détail? Premièrement, la corruption va surtout être gérée par les événements de corruption. Dans l'ensemble, il y a 3 façons de générer un événement de corruption. Premièrement, ça je l'ai déjà dit, c'est quand on fait la phase d'événement et que dans le sac, on pige un des jetons noirs, on va démarrer un événement de corruption. Fait que le joueur qui pige le jeton va avoir une décision à prendre. La deuxième façon, c'est qu'il y a des cartes de corruption dans le jeu, des cartes de ressources de corruption. Ces cartes-là peuvent être démarrées comme des quêtes, comme toutes les autres quêtes du jeu. Quand on démarre une quête, on va la placer sur son plateau personnel dans la zone de quête. Si cette quête-là est résolue, donc si le joueur qui a cette quête-là va se mettre sur la case adjacente à l'élan et dit « je résous cette quête-là », ça va également démarrer un événement de corruption. La troisième façon, c'est pendant la phase de Harvest, fait que dans la phase où on récolte des ressources. Si on veut aller récolter des ressources sur un endroit qui est corrompu, fait que par exemple, si j'ai mon crapaud qui est juste là-bas, si le joueur vert voulait récolter des ressources dans cette zone-là, à la place, il va démarrer un événement de corruption parce que la zone est corrompue puisque le grand gardien qui s'y trouve est corrompu. Fait que quand ça arrive, il y a un événement de corruption à gérer. Les événements de corruption, le joueur qui va avoir à gérer cet événement-là, que ce soit celui qui a pigé le jeton du sac, que ce soit celui qui tente de récolter des ressources sur cette zone-là, ou que ce soit celui qui résout une quête comme événement de corruption, il va avoir 3 options. La première des options, c'est de, s'abandonner à la corruption. S'il s'abandonne à la corruption, il va piger une carte d'essence de corruption qui va aller placer dans ses cartes de ressources actives et il va avancer d'une case sur la piste de corruption de sa tribu. Ça, c'est son premier choix. Le deuxième choix, c'est d'ignorer la corruption complètement. S'il ignore la corruption, il va avancer la piste de corruption de l'univers au complet, mais lui-même n'aura pas de conséquences supplémentaires. Je précise que si c'est ça la décision qu'il prend alors qu'il a pigé ce jeton-là du sac, dans la phase d'événement, s'il pige ce jeton-là du sac, il décide d'ignorer la corruption, il va aller placer ce jeton-là en dessous du grand gardien. Fait qu'au lieu d'avoir la corruption pour lui, c'est toute la zone qui va maintenant avoir cette corruption-là. La troisième chose qu'il peut avoir, il peut purifier cette corruption-là. Fait que quand il déclenche un événement de corruption, il peut tenter de le purifier. Fait qu'il va avoir à dépenser une ressource associée à la couleur d'un de ses héros. Fait qu'il va pouvoir, s'il y a un héros bleu et un héros jaune d'actif, il va pouvoir payer l'une de ces ressources-là. Et il va tout simplement ignorer l'événement de corruption. En bonus supplémentaire, s'il décide de payer la ressource, il va reculer d'une piste sur l'événement de corruption. Et s'il fait cela alors qu'il est sur la base de la piste, s'il tente de guérir la corruption alors qu'il n'en a pas du tout, il peut gagner le dernier achievement qui est le Corruption Cleaner. Fait qu'il va pouvoir aller placer un cube sur le dernier achievement parce qu'il est un agent nettoyeur de corruption absolument divin. Fait que c'est la façon d'aller placer le cube sur la dernière case de la piste de corruption. Fait que la corruption va continuer comme ça. Et ce qui va arriver, fait que là, un joueur, on voit qu'il peut prendre des décisions, accepter un événement de corruption pour gagner des cartes
corruption. Ensuite, tenter de les faire en quête, aller résoudre des quêtes de corruption, gagner de nouvelles cartes de corruption, déclenchant de nouvelles phases de corruption, des nouveaux événements de corruption, puis continuer comme ça. Si un joueur fait ça et pousse jusqu'à temps qu'il atteigne la dernière case de la piste de corruption, ben ils vont devenir ce qu'on appelle le Corruption Sower. Corruption Sower, il va gagner cette case-là, ça va être l'un de ses héros qui va devenir ce Sower-là. Il va gagner le petit Meeple qui est ici, qui va remplacer l'un de ses héros. Il va devenir un méchant. Lui, il va se promener, puis il va jouer un petit peu différemment. Donc le Sower, une fois qu'il a été choisi, une fois qu'il y en a un qui a été identifié, donc il a atteint le maximum, il va prendre sa tuile, il va choisir l'un de ses héros. Disons qu'il choisit le héros qui est ici. On peut enlever toutes ses restrictions, tous ses cubes, parce qu'il n'a plus de couleur de héros, il devient comme ça. S'il avait des avancements, s'il avait monté de niveau, il va défausser tous ces jetons-là, puis il va aller s'en choisir d'autres à la place, le même nombre dans la pile d'avancement corrompu. S'il possédait l'achievement d'avoir 9 niveaux de héros, ce héros-là, qui est l'achievement juste ici, ce héros-là ne comptera plus, fait que ça se peut qu'il perde l'achievement, que son cube revienne sur sa case. Mais ces deux autres héros peuvent compter par contre. Cela étant dit, le Corruption Sower ne pourra plus faire de quêtes autres que des quêtes de corruption. Fait que si lui prend l'action de démarrer une quête, c'est automatiquement une quête de corruption. Et quand il va résoudre la quête, il va démarrer un nouvel événement de corruption permettant d'avancer la piste de la même façon. Mais mis à part ça, il va jouer de la même façon. Ça va être ça sa plus grosse différence. Lui, son objectif, ce n'est plus d'atteindre des achievements. Son objectif, c'est que la piste de corruption monte jusqu'au 15 à l'autre bout du plateau. S'il fait ça, il gagne la partie. Si la piste de corruption monte à 15 et qu'aucun joueur n'ait le Corruption Sower, ben, tous les joueurs ont perdu. Le terrain, la lande, les territoires sombrent dans un océan dépravé de corruption, entraînant une défaite globale, pandémique et catastrophique. Je vous avais dit que je vous montrais quelques perks que les héros peuvent gagner. Je précise, comme je disais, qu'un héros gagne un perks. Il va faire de la place un petit peu ici, il va aller placer son perks sur le bout de son personnage de héros, puis au fur et à mesure qu'il va gagner des nouveaux perks, il va monter. Une fois qu'il est rendu avec son perks de base, plus ses 3 autres, il atteint son niveau maximal. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire avec les perks? Certains perks vont me dire que je peux échanger une carte de ressources contre une autre. Ils ne sont pas à sous-estimer, soit dit en passant. Fait que celle-ci, par exemple, pourrait me dire que je peux échanger une ressource bleue pour une ressource jaune, une ressource rouge pour une ressource bleue. Celui-là va me dire que je peux enlever une menace. Quand j'enlève une menace, je vais pouvoir gagner un déplacement gratuit. Celui-là, ce héros-là se déplace d'une case de plus. Ce héros-là, je peux regagner une action si je dépense une ressource bleue. Fait qu'on voit qu'on a toutes sortes de pouvoirs. Celui-là, je peux dépenser un cristal pour enlever un niveau de menace. Celui-là, il fonctionne justement, comme je le disais, il y a un petit symbole de cristal dessus, fait que quand mon héros va prendre une action, peu importe l'action qu'il prend, il se déplace par exemple, je vais aller placer un cristal dans cette zone-là. Et avant la fin du tour, je vais pouvoir dépenser ce cristal-là pour activer son pouvoir. C'est à ça qui sert le petit cristal à l'intérieur. D'autres vont me demander de dépenser un cristal pour pouvoir l'utiliser, fait que l'un des cristaux d'action que le héros va avoir en sa possession. Fait qu'on voit qu'on a toutes sortes, là, ce héros-là, il va pouvoir régler des quêtes, peu importe la couleur du héros. Certaines autres vont me dire qu'il va pouvoir régler des niveaux de menaces, peu importe la couleur du héros, etc., etc. Fait qu'il y a beaucoup de pouvoirs différents. Même chose pour les cartes d'herbe. Certaines cartes d'herbe vont me demander de placer des ressources sur le plateau de jeu. D'autres vont me donner des rabais sur certains types de ressources. D'autres vont me dire qu'une fois par tour, je peux enlever un niveau une menace d'une couleur en particulier sur le plateau où je vais gagner des points de déplacement. Puis on me dit même que lui, il va compter pour j'ai un héros qui va compter comme ayant un niveau de plus pour atteindre les différents types d'achievements qui sont dans l'eau. Ça peut être très pratique. Fait qu'on a beaucoup de possibilités de pouvoir puis de possibilités pour personnaliser justement ces personnages. Donc voilà les explications pour Sons of Fariel. Au niveau des composantes, je le reprécise encore, tu as vu une version prototype du jeu, il va donc y avoir plusieurs choses qui seront modifiées. Il va y avoir une zone pour défausser les jetons d'amélioration de nos héros sur le plateau. Il y a certaines zones qui vont être interchangées, le visuel de certaines cartes va être modifié, amélioré grandement évidemment.
Le plateau sera pas tout à fait pareil visuellement non plus. Les jetons menaces seront des jetons de bois plutôt que d'être des tokens des jetons de carton. Il va y avoir des figurines évidemment à l'intérieur du jeu. C'est un jeu c'est une compagnie qui fait quand même des bonnes composantes. Fait que tu peux aller voir sur la page Kickstarter pour voir toute la liste des composantes qu'il va y avoir. Faut juste garder en tête que là, tu as vu une version prototype du jeu pour ces explications-ci. Au niveau des explications, c'est un jeu dans lequel il se passe beaucoup de choses. On va tenter de construire des bâtiments sur différentes zones qui vont nous permettre de prendre contrôle de ces zones-là, ce qui va nous donner accès à des nouvelles ressources. On va se déployer avec nos héros. On va leur acheter des nouvelles habiletés. On va les faire monter niveau pour qu'ils puissent se déplacer plus loin, démarrer plus de quêtes, accomplir plus de quêtes, ce qui nous donne encore accès à plus de ressources que nous utiliserons pour aller acheter des nouvelles cartes, développer des nouveaux héros, construire des nouveaux settlements, faire des nouvelles améliorations. Fait que beaucoup de gestion de ressources qui se fait à l'intérieur du jeu. Il y a une deuxième partie parallèle si on veut jouer plus du côté de la corruption. On peut tenter de corrompre sa tribu davantage pour aller chercher les cartes de corruption pour éventuellement devenir le joueur corrompu qui va se mettre à jouer contre les autres pour faire tenter de monter la piste de corruption jusqu'à son maximum et gagner ainsi. Fait qu'il y a différentes façons de gagner. Fait que c'est un gros plateau, beaucoup de matériel, beaucoup de règles à regarder, ça va en intéresser plusieurs. Là, évidemment, je vais t'inviter à regarder la campagne pour que tu puisses te faire toi-même ta propre idée, à savoir si c'est un jeu qui t'intéresse. J'espère que ces explications-là auront pu te guider dans ton choix. Sur ça, moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Je vais t'inviter, dis-je, à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venir nous visiter sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram, et venir nous supporter sur Patreon si l'envie t'en prend. Et moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Ciao!